Chers amis, rebonjour. Je vous avais laissé la dernière fois sur cet accord signé en 96 entre la Chine et l'URSS, une espèce de partenariat stratégique pour s'opposer conjointement à la fois à l'hégémonie américaine et à l'ingérence de leurs affaires intérieures. Et je vous avais dit, pour terminer, pour l'un comme pour l'autre, cette dernière constituait une menace pour leur légitimité politique et leur intégrité territoriale. Je poursuis donc aujourd'hui, en 2004, cette entente aboutit à l'importante conclusion de l'accord frontalier, condition essentielle pour que la Chine transforme ses forces armées largement terrestres et dépassées, déployées face à la Russie, en une force navale et aérienne moderne gravitant vers le Pacifique occidental. Les exportations d'armes vers la République populaire de Chine ont aidé la Russie à soutenir son industrie de défense, sans laquelle Moscou ne pourrait pas récupérer son statut de puissance militaire. Les relations froides entre les anciens rivaux, qui considéraient les États-Unis comme l'obstacle majeur à leurs ambitions géopolitiques, se sont de plus en plus réchauffées. La Russie et l'Occident sont devenus plus méfiants l'un envers l'autre à la suite du sommet de Bucarest en 2008, où l'OTAN a ouvert ses portes à l'Ukraine et à la Géorgie, avec la guerre qui a suivi en Géorgie, tandis qu'une rupture nette est intervenue avec l'annexion de la Crimée en 2014. La Chine est donc devenue de plus en plus convaincue qu'il était temps pour elle de prendre sa place sur la scène mondiale. Le sino-russe partenariat stratégique a atteint un niveau de collaboration au-delà des attentes. En 2017, les États-Unis se sont réveillés et ont reconnu dans leur stratégie de sécurité nationale que la rivalité entre les grandes puissances était devenue la principale menace pour leur sécurité. La même année, M. Graham Allison publie un livre qui va devenir célèbre, Destined for War, Can America and China Escape Thucydides, Trape, qui développe une idée qu'il avait déjà exprimée dans un article de 2014. Nous sommes en 2017. Il soutenait alors que la montée de la République populaire de Chine et sa trajectoire vers le déplacement de l'Amérique en tant que première puissance mondiale augmenterait la probabilité d'une guerre entre les deux puissances. Il conseilla à la nation américaine de se préparer non pour gagner la guerre, mais essentiellement pour l'éviter, car une collision grave serait un risque insupportable. Jusque-là, la théorie dominante était que les États-Unis pouvaient maintenir un ordre international conforme à leur vision du monde libéral, démocrate, et à l'idée que par le simple poids des tendances historiques, la Chine et la Russie finiraient par s'y adapter. En ce sens, M. Robert O'Brien, le dernier conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump, avait déclaré que pendant des décennies, la sagesse conventionnelle a soutenu que ce n'était qu'une question de temps avant que la Chine ne devienne plus libérale, d'abord économiquement, mais ultérieurement politiquement. Nous ne pouvions pas avoir plus tort, et cette erreur de calcul est le plus grand échec de la politique étrangère américaine depuis les années 1930. Au lieu d'écouter les dirigeants du Parti communiste chinois et de lire leurs documents clés, nous avons cru que nous voulions croire ce que nous voulions croire. La nécessité de développer une stratégie pour s'opposer à la montée de la République populaire de Chine a commencé à être perçue à Washington. Le président Trump a lancé une guerre tarifaire en 2018 qui a finalement également intégré une dimension technologique. Mais tout cela n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan sur une question beaucoup plus profonde. La question de fond, comment agirait le géant asiatique s'il parvenait à la primauté mondiale? Dans quelle mesure cela pourrait-il constituer une menace sérieuse, voire existentielle pour les États-Unis? Avec 4 fois plus d'habitants et une efficacité éprouvée, le géant asiatique était un rival plus redoutable que l'Union soviétique, qui après tout était autrefois égale en population à la grande puissance américaine, et dont le système économique et social était bien plus défectueux
que celui de la Chine d'aujourd'hui. Une stratégie d'endiguement de la guerre froide avait l'inconvénient que, comme M. Kennan, autre conseiller éminent de la Maison-Blanche, comme Kennan l'avait prévu, cela prendrait beaucoup de temps. Il a fallu 4 décennies à l'URSS pour montrer des fissures, mais le temps, qui avait toujours été du côté des États-Unis, semblait désormais favoriser la Chine. La plupart des prévisions prévoyaient que la République populaire rattraperait les États-Unis en termes de PIB en dollars d'ici une décennie. Une politique de coexistence et de dissuasion, appliquant le principe que Kennedy avait prôné après la crise des missiles cubains et défini comme un monde libre pour la diversité, risquait de reporter la solution jusqu'à un moment où il n'y aurait pas de stratégie à mettre en œuvre, car Pékin serait déjà bien en voie d'atteindre l'objectif de son président Xi Jinping, de faire de la Chine la première puissance mondiale d'ici 2049. À Washington, on se rendait de plus en plus compte que si rien n'était fait, il serait trop tard. Cela a inspiré une croisade démocratique visant à isoler les puissances autoritaires, la Chine, la Russie, en leur propre sein. L'ordre international libéral dirigé par les États-Unis restant valable pour le reste du monde. Moscou et Pékin l'ont interprété comme une menace sérieuse, et depuis lors, les relations entre les grandes puissances n'ont cessé de se détériorer, donnant naissance à un système international multipolaire, divergent, présidé par une intense méfiance et une entente sino-russe fortement renforcée. C'est dans ce contexte que la Fédération de Russie a déclenché la guerre contre l'Ukraine. La tentative de l'Allemagne de construire une relation avec la Russie sur la base de l'Ostpolitik, la politique de l'Est, est devenue de plus en plus difficile à soutenir, et avec la guerre, pratiquement morte et définitivement. Cependant, l'utilisation antérieure de 2 stratégies différentes, l'une, une approche américaine de confrontation, et l'autre, une approche centre-européenne basée sur des intérêts économiques et énergétiques partagés, a causé des dommages irréparables à l'économie européenne. Bien que la priorité de Washington soit la République populaire, la Russie, qui a longtemps défié les puissances occidentales avec un éventail d'actions hybrides, a dû être stoppée net. Auparavant, les États-Unis et leurs alliés avaient montré des signes de faiblesse et de désunion face à l'agression du Kremlin. En Ukraine, la Maison-Blanche a voulu montrer que les choses avaient changé. Pour sa part, Poutine, lui, n'était pas du tout disposé à lâcher l'Ukraine. La Russie plaçait toujours une grande confiance dans la stratégie de sécurité nationale de juillet 2021 et basait sa conception sur la patience stratégique, espérant que l'irrésistible ascension de la République populaire forcerait finalement Washington à rechercher un rapprochement avec Moscou. Le Kremlin comptait également sur le pétrole et le gaz, vous en êtes au courant à l'heure où je vous parle, pour continuer à lui verser des dividendes importants au cours de la prochaine ou des 2 prochaines décennies, suffisamment longtemps pour maintenir une économie forte, tandis que le rééquilibrage stratégique en cours permettrait à la Russie de tirer parti de sa position entre les 2 géants. Cela garantirait la capacité de la Russie à conserver son rang de grande puissance. J'espère que cela vous a intéressé. Nous n'en avons pas fini, loin de là. Nous continuerons très prochainement et je vous dis shalom, shalom.